Hello Christelle, comment vas-tu? Je vais très bien. Très heureuse d'être là. Yes, bienvenue ici au Podspace à Paris, où l'agence des pépites se délocalise pour enregistrer cette interview avec toi. Alors je suis vraiment très heureuse de vivre ce moment avec toi, cette première à Paris avec toi en face à face, première fois dans la vraie vie, comme on dit. Alors est-ce que tu es prête à révéler ta véritable identité? Oui, parce que j'adore partager, j'adore raconter pour pouvoir inspirer, pour pouvoir donner peut-être des clics à partir de moi, ce que je peux vivre, ce que je peux expérimenter. Est-ce que j'ai tellement en plus à cœur de partager. J'adore. Ouais, merci beaucoup Christelle. Alors, Christelle Chetkowski, Oui. tu es la fondatrice de Nouveaux Tournants. Tu accompagnes les parents qui souhaitent se créer de nouveaux revenus pour réaliser leurs projets de vie et atteindre leur sérénité financière. Simplicité, authenticité, joie d'apprendre et d'évoluer sont au cœur de tes accompagnements. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais te proposer un petit jeu de questions-réponses spontané, là. Est-ce que tu es joueuse? Très, très joueuse. Ok, génial. Et tu as droit à un joker. D'accord. 13 questions, un joker possible. Ok. Peux-tu te présenter en 3 mots? En 3 mots, je dirais euh, je dirais exploration, euh, apprentissage et transmission. Ok, merci. Quelle est la prochaine chose que tu souhaites apprendre? Je pense que c'est toujours lié à l'apprentissage sur moi. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment fait à mes débuts, quand je me suis lancée notamment dans l'entrepreneuriat. Et au final, c'est, je pense, la quête, en fait, ma quête de toujours apprendre sur moi pour pouvoir encore mieux aider, mieux contribuer et mieux m'aimer aussi. Yes. Quel est ton super pouvoir? Hmm. Euh, Je pense que mon super pouvoir, c'est de repérer des pépites, on va reprendre le terme, repérer des pépites chez ces personnes qui sont dans cette quête de création de richesse, mais qui ne le voient pas, en fait. Et ça, j'adore. Alors, ouais, j'adore être dans ces accompagnements parce que ça me permet justement d'aller vraiment finement, petit à petit, de mieux comprendre, tu vois, parcourir en fait tous ces chemins de vie et petit à petit de voir, ok, là je vois qu'il y a des choses à mettre en place que tu n'avais pas forcément vues, tu es dans cette quête de création de revenus et à chaque fois je suis en train de trouver l'idée en fait ou les idées pour pouvoir les aider dans cette quête. Qu'est-ce qui a changé ta vie? Alors je dirais mes enfants et l'entrepreneuriat. Ok. Euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour mes enfants, pour être plus proche de mes enfants. Mais je ne soupçonnais pas combien l'entrepreneuriat allait me faire changer. Si tu pouvais dîner avec une personnalité connue, ce serait qui et pourquoi? Je pense que ce serait une actrice américaine qui s'appelle Meryl Streep, parce que voilà, c'est une grande dame, c'est une formidable actrice, une femme solaire, euh, et, euh, et en même temps qui me paraît très accessible, qui a aussi des grandes valeurs, des grandes causes, et j'aimerais comprendre son parcours, voilà, voir ce qu'elle a à partager en tant que femme. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? En fait, c'est un conseil qui m'a été donné il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de conseils, évidemment, qui m'ont été transmis, mais là, je vais peut-être me rattacher sur le plus récent et le plus impactant, je trouve, en peu de temps. Sois dans ta vérité. On est là pour ça en plus aujourd'hui. Donc ça colle vraiment. Ta devinette courte préférée
Alors non. Joker. Joker. Je ne sais pas retenir les Je devinettes. donne un joker pour celle-là. Mais tout le monde ne prend pas celle-là. Mince. Quel est ton mot préféré? Sérénité. Ok. Quelle est la prochaine action audacieuse que tu t'engages à faire dans les prochains jours? Mince, parce que là, j'allais dire maintenant. Non, de ben faire non, la ce- prochaine du coup. La prochaine, peut-être que dans les prochains jours. Mhm. Hmm. Allez, peut-être tout simple, enfin, je ne veux pas dire peut-être d'ailleurs, me filmer en direct sur Instagram. C'est quelque chose que j'ai encore jamais fait, Ok. tout simplement. Ah, tu vois, j'imaginais pas que tu l'avais jamais fait. Je crois pas, ou alors je l'ai peut-être un tout petit peu fait, mais ça remonte à très longtemps. Donc oui, ouais, Génial. je vais faire ça. Quelle habitude ou manie, voilà, habitude ou manie, hein, suivant, personnelle, as-tu, qu'elle soit surprenante ou pas? Euh, c'est souvent attaché à la nourriture, en fait. Alors? La manie, c'est de manger du chocolat Ouais, j'allais dire régulièrement, hein, c'est d'associer mon petit café en début d'après-midi avec du chocolat, 70%, voilà. Yes. Si tu pouvais remonter le temps, que dirais-tu à ton toi plus jeune? Hmm. Apprends à te faire confiance, mais cette quête pour apprendre à te faire confiance, Christelle, va te prendre du temps. Et ça demande du coup, à mieux te connaître déjà, à mieux t'accepter, à mieux t'aimer. Et je pense que c'est l'un des plus, l'un des plus une belle expérience, en fait, apprentissage à faire. Mais ça prend du temps. Mais si je devais repartir comme ça serait vraiment sur ça, alors que on est tout de suite tu sais, dans cette quête de vouloir faire, en fait, tout de suite agir, tout de suite se projeter sur la suite, sans se poser les bonnes questions et revenir à soi et se dire, au fait, qui tu es, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie de faire, quelle est la femme que tu as envie d'incarner. Quelle trace de ton passage souhaites-tu laisser en ce monde? Je pense que c'est, j'aimerais être cette maman qui, qui a réussi à relier les trois sphères, vie perso, pour moi, vie familiale avec mon couple et mes enfants, et vie professionnelle. Arriver à, à jongler en fait avec ces trois parts sans être dans cette culpabilité et voilà, toujours dans cette joie, et de montrer aux femmes, aux mamans, euh, qu'on peut le faire en fait, et qu'on peut s'autoriser à tout et à voir plus grand. Dernière question. Quelle est la prochaine personne que tu vas appeler et pourquoi? Je pense que la prochaine personne que j'aimerais appeler, ce serait mon amoureux. Parce que c'est une personne qui croit beaucoup en moi, et j'aime beaucoup lui partager en fait tout ce que je vis. euh, voilà, dans cette transmission, juste partage. Merci d'avoir joué à ce petit jeu des questions-réponses non préparées. Totalement. Christelle Chetkowski, fondatrice de Nouveau Tournant. Merci encore une fois d'être là aujourd'hui avec moi. Pourquoi ces deux mots, Nouveau Tournant? C'est ton blog au départ, hein, Ouais, c'est ça? c'est mon blog que j'ai lancé en 2018. Je cherchais un nom. C'est très compliqué. Souvent, mes clients d'ailleurs me demandent, Christelle, quel est le nom de domaine que je pourrais choisir? Et c'est très compliqué quand on se lance, parce on se cherche encore. Et quand on n'a pas l'idée précise, et en général c'est souvent le cas, voilà, on cherche quelque chose qui soit générique, mais qui en même temps ait du sens pour nous. Je voulais pas forcément mon nom et mon prénom, parce que c'était trop compliqué à dire. Chetkowski et Christelle, donc comme nom de domaine. Mais par contre, je m'étais dit, quelque chose en lien avec une renaissance, en fait, qui,
voilà, qui allait vraiment dans mon sens, puisque quand j'ai lancé ce blog, j'étais dans cette renaissance, âgée à peu près 38 ans, et dans ce renouveau professionnel, dans ce renouveau au niveau du cadre géographique aussi dans lequel j'étais. Et voilà, je sentais que j'étais dans un tournant, et je pense que c'est venu juste comme ça, on me dira, c'est un tournant, un nouveau tournant. Ok, ça aurait pu être nouveau souffle, hein, ça aurait pu être Ouais. d'autres choses, mais ce sont les mots qui me sont venus à ce moment-là. Ok. Alors, une semaine dans la vie de Christelle Chetkowski, ça donne quoi? Ah, déjà, alors mes semaines en général, elles ne se ressemblent pas. Ou en tout cas, je n'aime pas qu'elles se ressemblent. J'aime bien le renouveau. Là où elles vont se ressembler, ce sont en lien avec mes accompagnements, mon suivi client, mes séances de coaching. Là où elles ne se ressemblent pas, mes semaines, c'est en fonction des connexions, des moments de connexion que je vais pouvoir vivre, des expériences que je vais pouvoir vivre. Et ça bouge très souvent. Donc, ça peut être des repas au restaurant, ça peut être des rencontres avec des nouvelles personnes, ça peut être des moments d'apprentissage, des coachings que je suis aussi. Voilà, ça change beaucoup. Et ce qui change aussi énormément, c'est mes déplacements géographiques. J'aime beaucoup bouger et maintenant, je me l'autorise davantage. Donc, j'aime beaucoup, en fait, c'est à la fois ce côté où il y a quand même pas mal de choses qui vont se retrouver, il y a quand même une trame sur mes semaines, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de souplesse, en fait. Et j'aime beaucoup évoluer de cette façon. Génial. On a parlé tout à l'heure de ton super pouvoir. Mhm. Si tu pouvais changer quelque chose dans ce monde d'un coup de baguette magique, qu'est-ce que ce serait en lien avec ton activité? Si je pouvais, avec juste une baguette magique, changer les choses, le monde, ça serait de permettre à nous de voir les choses plus grand, de s'autoriser à voir plus grand et de se connecter régulièrement à ses rêves, qu'on soit petit ou grand, et de se dire qu'en fait, tout nous est accessible, contrairement à ce qu'on nous a dit assez vite, en fait, quand on a grandi. Ta mission en tant qu'humaine dans ce monde, on va beaucoup parler d'éducation financière aujourd'hui. Euh, il y a deux angles, hein, le côté famille et puis le côté des femmes aussi sur l'autonomie financière. Est-ce que tu peux commencer, on va revenir dans le détail après, hein, mais déjà, est-ce que tu peux commencer à nous parler de je sais pas si on peut l'appeler une mission, mais en tout cas, on a vu la baguette magique, mais maintenant, Christelle, en tant qu'humaine, elle intervient où dans tout ça? Pour voir plus grand, pour s'autoriser à voir plus grand, euh, il y a beaucoup d'éléments en fait à prendre en compte, mais il y a souvent un élément qu'on peut négliger. Ce que j'ai constaté, c'est la partie éducation financière. Parce que pour voir plus grand, il faut aussi pouvoir concrétiser financièrement nos rêves, nos projets de vie, quels qu'ils soient, hein, que ce soit achat d'une très grande maison en bord de mer, voyager en Polynésie ou autre. Quelque part, l'argent est derrière, oui, mais l'argent, il faut aussi savoir en fait comment le gérer en fait. Et ça, on l'oublie très très facilement parce que je dis, mais oui, bien sûr, je sais, quand j'aurai de l'argent, de toute façon, je m'en occuperai. Mais en fait, déjà, la vraie question, c'est, ok, quel est mon rapport? Et l'éducation financière passe par là aussi. Quel est mon rapport avec l'argent? Quelle est mon histoire, mon vécu avec l'argent? Euh, et puis petit à petit, ne plus fuir les chiffres, en fait. Et ça, c'est ce que je constate souvent auprès de mes clientes, c'est: «Ah, j'ai des rêves, mais finalement, j'ai du mal à les concrétiser financièrement parce que j'ai du mal à poser des chiffres, en fait. Ça me paraît trop ambitieux, donc quelque part, je vais même fuir les chiffres, je vais même ne pas poser des chiffres parce que ça me paraît trop». Et j'amène souvent mes clientes sur cet exercice-là. OK, on va poser des chiffres de façon à ce que tu puisses voir que c'est pas si affolant que ça. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ce sont pas des rêves qui vont se concrétiser, se financer à des millions d'euros, loin de là, très loin de là. Et à partir de là, on arrive, OK, à poser ensuite les bonnes actions par rapport à ça. Et ça fait partie aussi, tu vois, de toute cette partie éducation financière. L'éducation financière, c'est pas que le budget, en fait, encore une fois. Et ce que je constate très régulièrement, c'est que nous, les Français et les Françaises, on n'est pas
on n'a pas été éduqués par rapport à ça. Depuis jeune, maintenant, les choses, les mentalités commencent à bouger, les pouvoirs publics commencent enfin à s'en préoccuper. Mais c'est vrai que l'argent a très longtemps été tabou. Et c'est vrai que quand on arrive à se dire, bah, finalement, l'argent, c'est un moyen, c'est un beau levier, c'est pas quelque chose que je vais diaboliser, et je vais m'en servir comme levier pour concrétiser mes rêves. À partir de là, ça va être beaucoup plus soutenant, en fait, voilà, de voir l'argent de cette façon-là. Christelle, j'aimerais qu'on remonte en fait dans ton histoire pour voir en fait qu'est-ce qui explique où tu en es aujourd'hui. Je sais qu'il y a deux grands moments qui expliquent pourquoi aujourd'hui tu es préoccupée par rapport à cette éducation financière. Il y a tes parents, puis il y a ta vie Ouais. de couple et ta séparation. Est-ce qu'on Ouais. peut aller sur Ouais. ces deux aspects? Oui, bien sûr. Bien souvent, notre rapport à l'argent est conditionné par le vécu que nous avons eu sur les finances avec nos parents. Ce que nous ont transmis, en fait, nos parents. Cet héritage, finalement, c'est pas qu'un héritage patrimonial, on va dire, que vont nous léguer nos parents. C'est aussi un héritage en termes de croyances, en termes de disputes. Et comme je le disais, l'argent est souvent tabou. Et ça se passe dans la plupart des foyers, en fait. Ou en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans ma propre histoire familiale. De voir que l'argent non seulement était tabou, mais aussi anxiogène et amené à de fréquentes disputes sur des questions des fois toutes bêtes, hein, sur des questions de savoir qui paye telle dépense et ben, moi je paye trop et toi tu payes pas assez, etc., etc. Et c'est vrai que moi, petite, quand j'ai vu ces disputes au sujet de l'argent, ces disputes que mes parents ont pu avoir devant moi, petit à petit, j'ai assimilé que l'argent, c'était quelque chose finalement de mauvais qui activait les côtés un peu sombres en fait de nos personnages. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis dit: «Ah oui» et puis surtout, j'ai souvent vu ma maman me dire: «Bah, tu vois, quand on est riche, on n'est pas forcément heureux. Donc on n'a pas forcément besoin» et puis surtout, Christelle, vivons cachés, en fait. Ne révélons pas tout ce qu'on a, ne parlons pas nos voyages, de tout ce qu'on offre, tout ce qu'on s'offre, parce qu'on va attirer beaucoup de jaloux à nous. À partir de là, je me suis dit: «OK, donc je vais rester humble, en fait, très humble par rapport à tout ça et éviter de parler d'argent avec mes amis, avec qui que ce soit parce que c'est source d'embrouille, en fait, c'est source de conflits. Comme moi, je suis quelqu'un qui déteste les conflits, bon, bah, du coup, l'argent, je l'éjectais, en fait, de toutes les discussions. Donc il y a eu effectivement cet épisode, avec mes parents et puis, le deuxième épisode aussi qui a été important dans mon rapport avec l'argent, bah, c'est en lien avec ma séparation avec mon mari et c'est vrai que là, on se pose vraiment d'autres questions parce qu'on passe du contexte maman, femme, épouse, qui a quelque part cette sérénité financière parce que son époux est salarié et qui a quelque part un certain confort financier. Je suis entrepreneur, mais l'autre peut assurer aussi les arrières, donc c'est bon. Mais quid en fait quand l'autre personnage, en fait, l'autre personne sort de l'équation et que là, on passe du stade maman solo qui n'est pas forcément voulu, qui est plutôt imposé. Et là, très vite, par rapport à cette situation, je me suis posé en fait la question, quels sont les bénéfices en lien avec cette séparation? Et les bénéfices, c'était notamment le fait que, ok, ça va m'amener enfin à reprendre vraiment le leadership en fait sur mes finances. Parce que quelque part, je parlais beaucoup de liberté financière, mais je l'incarnais encore une fois, en tant que femme, en fait, en tant qu'épouse. Là, parler d'indépendance financière en tant que femme, de maman solo, je trouve que ça a encore plus de portée, encore plus d'impact, en fait, auprès des
des femmes qui me suivent, et j'ai beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, qui sont séparées de leur conjoint, qui vivent avec leurs enfants. Et là, je me dis, je vais encore plus les comprendre et je vais encore plus pouvoir les aider. Et à ce moment-là, j'ai vraiment fait un gros travail sur mes finances. Plus fuir comme je pouvais le faire, mes finances, vraiment de voir les chiffres en face et de voir voilà, comment maintenant je vais pouvoir continuer à avancer, mais avec ces nouveaux paramètres en fait. Et ça nous amène à savoir gérer aussi les imprévus dans la vie. On sait qu'on aura toujours des imprévus. Les imprévus, ça peut être des deuils, ça peut être effectivement la maladie, ça peut être licenciement et autres. Séparation aussi, ça peut faire partie aussi des imprévus. Se dire, voilà, quels que soient les imprévus de la vie, tu vas pouvoir continuer à avancer financièrement parce que maintenant, tu sauras en fait. Tu sauras continuer à avancer parce que tu as déjà été amené à affronter, à gérer ces imprévus. Donc, tu sais que de toute façon, même s'il y en aura d'autres, et la vie, c'est mouvement, il y aura toujours des nouveaux paramètres qui vont arriver face à toi. Donc, tu sauras te faire confiance en fait par rapport à la suite. Oui. Tu as dit effectivement cette situation d'entrepreneur avec donc un conjoint salarié. Mais toi, tu as aussi eu ce parcours-là de passer de salarié, même fonctionnaire, à entrepreneur. Et tes rêves aussi ont évolué en même temps ou après, en décalage. Comment ça s'est passé ce passage, en fait, passage d'un statut à un autre, et puis l'évolution de tes rêves aussi au cours de ce parcours? Mon passage de la fonction publique à l'entrepreneuriat ne s'est pas fait en un jour. J'ai pris petit à petit vraiment Déjà, j'ai pris conscience que j'étais un électron libre quelque part dans la fonction publique. J'ai toujours été très autonome, j'ai toujours fait en sorte en fait de choisir aussi des fonctions qui me permettaient cette autonomie. Et à tel point que je n'étais pas fonctionnaire réellement, j'étais agent contractuel sur des contrats longs. Mais je ne cherchais surtout pas à être titularisée. Je ne cherchais pas à passer des concours de la fonction publique, alors que tout mon entourage professionnel, ma hiérarchie m'y poussait beaucoup. Mais moi, je ne voulais pas. Parce que je voulais pas rentrer dans une case, en fait. Et en fait, petit à petit, je me suis découverte et j'ai compris que ce qui était le plus compliqué pour moi, c'était certes, j'ai cette autonomie de travailler sur ce que je voulais et j'aimais beaucoup ce que je faisais dans mon activité professionnelle. Mais par contre, ce qui me contraignait beaucoup, c'était les horaires non choisis, le lieu non choisi. Et je sentais ce manque de liberté, ce manque de souplesse. Et certaines fois, je terminais déjà mon travail et en même temps, il fallait que je fasse acte de présence. Et pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc petit à petit, j'ai évolué grâce, on va dire, à Internet aussi, qui prenait de plus en plus de place, et voir un petit peu, petit à petit, cette activité de blogueur, d'infopreneur qui commençait à prendre forme sur la scène française. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi pas m'autoriser moi aussi à travailler à la maison? Donc je crois que la première chose que je me suis dite, en fait, ou plutôt, c'était plutôt une vision. Je me suis vue travailler à la maison, dans un espace, dans un grand appartement qui n'était pas celui où je vivais, mais en tout cas l'appartement de mes rêves, très clair, très lumineux, avec un espace à l'extérieur, jardin ou terrasse, c'était plutôt terrasse. Et je me voyais avec mon ordi portable en train de travailler et d'être bien et de pouvoir emmener mes enfants à l'école. Ça, je me souviens que j'avais aussi cette vision-là de souplesse, de légèreté et d'espace et de lumière. Et cette vision m'a accompagnée puisque quelques années plus tard, je me suis retrouvée exactement dans cette configuration-là. C'est-à-dire que j'avais quitté la région parisienne pour arriver à Lyon dans un très bel appartement, très grand appartement. Certes, ce n'était pas un appartement dont j'étais propriétaire, j'étais locataire, mais au final, c'était totalement dans ma vision, en fait. C'est exactement ce que je voulais vivre, dans ce confort-là de vie. Et j'accompagnais mes enfants, effectivement, ma grande au CP, mon
mon petit à l'école maternelle et je commençais effectivement mon aventure infoprenariale en fait avec Nouveau Tournant, avec mon blog. Premier rêve, donc, d'être disponible pour ses enfants. Puis, quand on a un rêve et qu'on commence à le vivre, il y en a d'autres qui s'ouvrent derrière. Oui, c'est vrai. Alors, les rêves sont venus petit à petit. Déjà, le rêve entrepreneurial était devenu accessible. Et puis, en fait, petit à petit, c'était me permettre de bouger, en fait, de travailler n'importe où. Ça, c'était quelque chose de travailler sur quelque chose qui me passionnait. Même pas avoir cette impression de travailler. Là où je suis là actuellement, j'ai même pas l'impression de travailler. C'est challengeant. C'est peut-être même un peu inconfortable, mais en même temps, j'adore. Et ça m'amène là à venir ici à Paris en l'espace d'une journée. Et je me dis, c'est fou parce que moi qui aime tant les voyages, c'est une activité, mon activité entrepreneuriale me permet de voyager, en fait. Et j'avais pas imaginé ça. Pour moi, je dissociais voyage égale loisir. Je n'imaginais pas que voyage passion pouvait être aussi intégré dans son activité professionnelle. Et c'est le cas. Oui. Donc, il y a des ouvertures de possibles qui se font au fur et à mesure, puis on découvre aussi, effectivement, comme tu le disais, des moyens de réaliser des rêves d'une manière qu'on n'avait pas imaginé. On n'avait pas tous les éléments au départ. Hein. En fait, souvent, on va avoir des rêves, mais on va s'imaginer que ça va se passer d'une certaine façon. C'est vraiment le côté très contrôlant là qui s'active en nous. Et on se dit, bon, bah voilà, parce qu'on a envie de savoir le comment, parce que ça nous rassure et de se dire, bon, voilà, ça sera cette étape, puis cette étape, etc. Alors, c'est vrai, c'est normal, il faut avoir quelque part aussi une trame pour pas perdre en vue nos rêves. Mais en même temps aussi, il faut beaucoup de souplesse encore pour se dire, ben, je sais que ça va se passer, mais il faut accueillir aussi le fait que ça ne se passe pas de la façon dont on avait imaginé. Comme je disais avec cet exemple moi je m'imaginais travailler dans un bel et grand appartement. Je ne savais pas comment ça allait se passer, je ne savais pas où ça allait se passer. Et je pensais que je serais peut-être propriétaire, mais en fait non, c'est un appartement en tant que locataire dans une ville qui n'était plus la mienne, Lyon. Et c'est OK en fait, ça s'est passé de cette façon-là. Et par contre, ce qui est important, c'est d'être dans cette gratitude aussi. C'est OK, là, je reconnais que voilà, ça s'est peut-être pas forcément passé comme je l'ai imaginé, mais par contre, je suis en pleine gratitude par rapport à ce que la vie m'offre et ce qu'elle va continuer à m'offrir parce que je suis dans cet état de réception. Accueillir ce que la vie nous offre et pas vouloir tout contrôler. Exactement. C'est aussi un apprentissage. Sur l'éducation financière, alors on va le voir, hein, l'intérêt, le pourquoi amener les gens à cette éducation financière, la diversification des revenus. Tu vas nous parler de tout ça. Tu as créé un sommet cette année, Sérénité financière et prospérité. C'était en mars 2023. Tu as aussi participé au sommet de Fabienne Clavier. Tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Hein. Donc, toi, tu es intervenu sur une conférence, donc le guide de l'éducation financière, comment maximiser les chances de tes enfants de se sécuriser financièrement à l'âge adulte. C'est vraiment ton cœur de métier, vraiment d'aller diffuser cette éducation. Est-ce qu'on peut y aller un peu plus sur voilà, pourquoi c'est important, comment on peut faire aussi, hein, on peut aller sur cette diversification des revenus. Tu nous expliques quel est l'apport en fait de tout ça, de toute cette éducation. Tout est parti pour moi au niveau de l'éducation financière sur cette valeur, on va dire, de justice, d'équilibrer les choses de façon à ce que les enfants et derrière les parents, ou plutôt les parents et derrière les enfants, puissent avoir les mêmes égalités de chance en fait au départ. C'est quelque chose qui est pour moi tellement important de me dire, tout le monde ne va pas commencer sur le même pied, sur la même égalité, parce qu'il y a certains qui vont toucher, qui vivront déjà dans un certain confort de vie, et puis d'autres non. Mais par contre, on peut bénéficier de la même éducation financière derrière. Et après, libre à chacun, effectivement, d'activer ensuite les bons leviers. Et c'est vraiment, ça a été un grand déclic pour moi cette année, au moment où j'ai compris que ce qui faisait sens, pour moi, la cause enfant, les enfants sont très importants.
ça m'émeut en fait quand je sens qu'il y a encore une fois une certaine injustice qui peut toucher certains enfants. Je me dis, ben, ok, là je comprends que moi qui suis sur la partie financière, qui me passionne sur tout ce qui est création de richesse, diversification de revenus, ben, si je peux, et que les enfants, le domaine de l'enfance est pour moi très important aussi à préserver, à privilégier, à un moment donné, j'ai fait le rapprochement et j'ai compris qu'en fait, ah ok, en fait, ma mission, l'une des missions en tout cas, c'est de permettre aux familles et aux enfants de mieux, d'avoir un rapport, on va dire une relation pacifiée avec l'argent et de comprendre un petit peu tous les tenants et aboutissants de façon à ce que ensuite la destinée financière de ces enfants soit totalement autre et que on leur enseigne, hein, on sait que pour nos enfants, euh, c'est important de les connecter à leurs rêves. D'ailleurs, nous, en tant que parents, on s'émerveille quand nos enfants nous partagent leurs rêves de devenir grands footballeurs, chanteuses, etc. On a envie d'y croire, en fait. Mais notre rôle aussi, en tant que parents, c'est de leur dire, bah, OK, tu y crois, tu as raison, il faut que tu aies effectivement voir plus grand. Et derrière, bah voilà, il y a notamment cette partie argent, éducation financière. Si tu apprends correctement toute cette partie financière, tu vas voir que ça va t'aider encore plus à concrétiser tes rêves. Donc, c'est vraiment partie de ça. Et derrière, ben, c'est vraiment aider en fait toutes ces femmes, parce que nous, les femmes, on a une part importante hein, dans l'éducation de nos enfants, les aider aider toutes ces femmes à mieux gérer leurs finances. J'ai beaucoup de femmes, en fait, qui me disent une chose, elles me disent, Christelle, moi, les finances, pour le moment, je les fuis parce que j'ai pas forcément le temps, donc je vais être au clair quand même sur les courses hein, à faire pour le foyer. Mais par contre, sur la partie investissement, je ne sais pas. Je délègue quelque part. C'est mon mari qui va s'en occuper, mais moi, je m'en occupe pas et quelque part, j'ai un peu honte de ne pas le faire. J'aimerais, mais j'ai honte, j'ai pas le temps et du coup, je repousse à plus tard. Et, et j'ai vraiment à cœur d'aider en fait toutes ces mamans qui se sentent un petit peu, tu vois, sur le carreau, qui ont envie d'apprendre, sincèrement, qui ont envie elles-mêmes de réaliser leurs rêves et qui ont envie de réaliser aussi le rêve de leurs enfants, à travailler sur cette partie éducation financière, leur éducation financière, pour leur montrer que bah, c'est pas si compliqué que ça, juste avoir déjà la base, et puis ensuite comprendre quels sont les meilleurs leviers qui leur iront à elles. Ouais, ouais, c'est ça, tu parlais tout à l'heure, hein. Sérénité financière, c'est vraiment aussi ce que tu avais mis dans le titre de ton sommet, parce que l'idée, c'est vraiment d'être confortable avec cette idée, d'être responsable, de savoir en fait comment on peut faire, plutôt que d'être dans la délégation ou dans le doute. Il y a vraiment cette notion hein, dans ce que tu partages. La notion la plus... Ça a été aussi un grand déclic pour moi, c'est de la clarté coule la sérénité. Et donc, quand on est très au clair, en fait, sur nos finances, sur les moyens à mettre en place, les leviers à activer, qu'on comprend un peu tout, hein, les tenants et aboutissants, quand on est au clair, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus aidant pour la suite et on va se sentir aussi beaucoup plus serein, on va gagner en sérénité parce qu'on se dit, OK, je suis au clair avec mes chiffres, je suis au clair sur ce que j'ai besoin en fait de mettre de côté pour moi, pour me sentir justement sereine, pour pouvoir continuer à alimenter aussi mon train de vie. Je suis sereine aussi parce que je sais quelle est la direction que je suis en train de prendre et que grosso modo, je sais ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Quand on est dans cet état de clarté, ça ouvre beaucoup de portes. Mais ce que je constate, c'est que souvent, on va être dans cette tendance à à pas forcément prendre assez de temps justement sur ce côté clarté parce qu'on a tout de suite envie d'être dans le faire, en fait, toujours d'être dans l'action, on va dire, alors qu'au départ, c'est, OK, clarté sur ses finances, clarté sur soi, clarté sur ses super pouvoirs, comme tu le disais au début de l'interview, clarté sur, sur nos ressources, voilà. Et à partir de là, ça sera beaucoup plus simple hein, d'agir. Oui, et c'est vraiment le sens de tes différentes offres. On va y aller hein, sur
le parcours qu'on peut suivre avec toi. Il y a d'abord un quiz, il y a un atelier GPS, puis après, il y a tes accompagnements. C'est vraiment cette notion de clarté Mm. et de structure où tu nous emmènes pas à pas, en fait, à passer toutes ces étapes. Ton quiz, tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as créé, comment tu l'as créé, comment ça se passe, comment s'est passée l'histoire de ce quiz? L'histoire de mon quiz, on va dire que c'est une histoire évidente. Mon quiz me ressemble parce que je suis quelqu'un de très joueuse. J'adore jouer avec mes enfants, j'adore jouer avec la vie, avec mes amis. J'ai toujours aimé les quiz aussi et l'histoire de ce quiz, c'était pas seulement poser des questions et puis ensuite de passer à autre chose, un quiz ludique. Je voulais un quiz qui soit à la fois ludique mais apprenant, un quiz déclic comme je l'ai nommé, de façon à ce que mon public, mon audience puisse avoir déjà testé leurs connaissances financières, mais surtout derrière, il y a certaines questions qui les amènent à des déclics. Et il y a aussi des informations, on va dire des enseignements qui sont transmis après chaque question. Donc, je voulais vraiment les amener sur un quiz de ce type-là. Et quand je l'ai mis en place, je me suis dit, c'est exactement ce que j'avais envie, que mon public aussi connaisse de moi, en fait, que ça reflète voilà, mes valeurs, ma personnalité et ce que j'avais envie de leur transmettre. Donc, un quiz qui est accessible via mon blog, via les réseaux sociaux. Et ensuite, ça les amène, si les personnes veulent aller plus loin, sur l'atelier GPS, qui est un atelier, on va dire, en format mind mapping. C'est un format un peu... vous délivrez en fait une roadmap, comme un itinéraire dont on aurait besoin pour se créer des nouvelles sources de revenus, pour être dans cette création de richesse. Donc, c'est une sorte de... ce que j'aime beaucoup aussi comme format de workshop, d'atelier. On va se retrouver en ligne, en groupe, pendant 1 heure et demie, avec un certain nombre déjà d'enseignements et de questions qui sont posées aux personnes, de façon à les aider à être dans cet état de clarté sur la suite, justement, sur les bonnes questions à se poser et sur leur itinéraire, en fait, à tracer dans cette optique, justement, de créer des nouvelles sources de revenus. Mais c'est pas créer des nouvelles sources de revenus pour se créer de l'argent, en fait. C'est créer des nouvelles sources de revenus pour être dans cette concrétisation de rêve, d'une part, et dans cette quête aussi de sérénité financière. Oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas des nouveaux revenus pour des nouveaux revenus. En soi, ça n'aurait pas de sens. Il y a vraiment cette connexion au rêve et donc on part de ça pour ensuite aller voir comment faire et c'est comme ça que tu accompagnes les gens et donc ensuite tu peux les accompagner en groupe ou en individuel et ça se passe comment, les accompagnements? Alors, j'adore le format individuel et j'adore aussi le format de groupe. Les deux sont complémentaires. Le format individuel, j'aime beaucoup accompagner mes clients sur le format individuel, notamment sur la partie financière. Parce que comme l'argent est tabou, c'est pas forcément évident au départ, en fait, de se livrer en groupe. Et donc, j'aime beaucoup, moi, être dans cette relation de proximité, de confiance avec mes clients et les amener, voilà, à ce qu'ils puissent me livrer sans être dans cette gêne, dans cette honte financière. Voilà l'état de mes finances, Christelle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je vais pouvoir agir par rapport à ça, de façon à ce que ensuite je puisse concrétiser mes rêves. Donc, ce sont des accompagnements qui varient d'une personne à une autre, parce que ce en quoi je crois aussi, c'est qu'on ne peut pas en fait accompagner des personnes en les mettant dans un moule, en leur disant bah voilà, c'est la méthode générique qui ira à toutes les personnes. Peut-être que c'est le cas, mais de mon côté, moi, ce en quoi je crois, c'est l'individu et de partir de la personne, de ses projets de vie, de ses talents innés, de son contexte familial, de son contexte aussi financier, et à partir de là, de définir en fait sa feuille de route pour l'aider justement à diversifier ses sources de revenus et aussi à clarifier évidemment son chemin, sa destinée vers ses projets de vie. Donc on part vraiment, enfin à chaque fois je pars de la personne avec pour tous mes accompagnements individuels et à partir de là on travaille toujours sur la partie,
on va dire, diagnostic financier, pour faire vraiment le point sur ses finances et sur ses ressources. Et puis, dans un deuxième temps, ensuite, une fois que cet état de clarté est là, est obtenu, de voir ensuite quels sont les leviers qui vont être intéressants pour cette personne activée, c'est-à-dire levier revenu locatif, levier revenu lié à l'entrepreneuriat et levier lié au revenu placement financier, lié à la bourse. Et à partir de là, je vois avec la personne que j'accompagne si c'est un, deux ou les trois leviers à activer en fonction de sa situation, encore une fois, de ses envies. Voilà. Oui, donc c'est pas une formation, hein, ce que tu proposes. C'est vraiment, tu pars de l'individu. Et que ce soit sur le one-to-one ou sur le groupe. Sur le groupe, ça se passe comment? Alors, le groupe, mon accompagnement en groupe, c'est plus un accompagnement, mais qui va mixer effectivement formation. On revoit aussi toute la base sur la partie éducation financière et mieux gérer déjà ses finances perso, comprendre en fait de quelle façon on gère ses finances, de quelle façon on dépense, etc. Et comment on peut optimiser ce qui peut être optimisable. Et à partir de là, je leur enseigne aussi les 3 leviers que j'ai moi-même activés. Donc c'est l'accompagnement de groupe, c'est plus un format, on va dire, de formation, de retour d'expérience et de partage entre le groupe. Il y a vraiment une vraie, on va dire, une vraie richesse en fait dans le groupe par rapport à non seulement ces partages qui se font entre eux, mais aussi le côté aidant, motivant. Voilà, c'était ça le terme que je cherchais, le côté motivant. Telle personne va mettre en place ça, elle le partage au groupe, le groupe en prend connaissance et se dit, ah bah tiens, moi ça me donne aussi des idées, etc. Donc j'aime beaucoup aussi la partie groupe. Et d'ailleurs, dans l'accompagnement individuel, il y a toujours quand même une séance en groupe une fois par mois, de façon à ce qu'il y ait quand même ça. J'aime quand même bien mixer un petit peu les deux parce que je pense que la force est aussi dans le réseau. Bien sûr. Le profil de tes clients, on est vraiment dans cette notion d'envie de réaliser ses rêves. On n'est pas dans de la notion de survie. Est-ce qu'on peut aller sur cette envie versus survie pour qu'on comprenne bien en fait à qui tu t'adresses? En fait, j'ai 2 types de personnes qui vont me contacter pour les accompagnements. Je vais avoir des personnes qui vont être dans cette peur de manquer, qui vont être dans cette peur de ne pas avoir assez à gérer pour la suite et vouloir du coup diversifier leurs revenus, ce qui est évidemment tentable. Mais j'ai aussi du coup des personnes qui sont, elles, qui sont pas forcément dans une situation financière, on va dire, très confortable, mais par contre, qui sont moins dans cette énergie du manque, de la peur de manquer, qui sont plus dans cette énergie de là maintenant j'ai envie de penser à moi, là j'ai envie de penser à mes rêves, j'ai envie de m'autoriser à voir plus grand, à recevoir plus. Donc là, j'ai envie de me donner les moyens avec toi et je suis dans voilà, dans cette ouverture, dans cette joie d'apprendre, dans cette joie de me challenger à tes côtés. Et c'est vrai que j'aime beaucoup accompagner des femmes qui sont effectivement dans cette envie et non pas dans la survie, parce que l'énergie est complètement différente. Là, les portes, elles s'ouvrent totalement, en fait. C'est assez magique d'ailleurs quand on est dans cette énergie-là de joie, d'ouverture. Toutes les opportunités, en fait, arrivent au fur et à mesure. En fait, c'est juste incroyable. Alors que là, si on est plutôt dans cette énergie de peur de manquer, on va être dans la contraction, on va être dans la défiance vis-à-vis de l'autre, dans la peur de faire quoi que ce soit, et on va, quelque part, sans s'en rendre compte, on va se fermer, en fait. Et les opportunités, elles sont quand même beaucoup plus difficiles, là, du coup, pour venir jusqu'à nous. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment à cœur à aider les femmes à évoluer dans cette énergie de l'expansion et non pas dans cette énergie du manque, en fait, de la contraction. Oui, elles s'autorisent déjà à penser à leur projet, mais elles s'autorisent peut-être pas encore sur, tu l'as dit tout à l'heure, hein, déjà, de s'autoriser à voir grand. Pourquoi, à ton avis, les personnes s'autorisent pas à voir grand? Qu'est-ce qui bloque, en fait?
le fait de ne pas s'autoriser à voir grand, je l'ai constaté pour moi, je l'ai constaté au niveau de mon enfance. Quand mes parents, mes grands-parents, mes amis, mon école, tout faisait qu'en fait, j'évoluais dans un cadre cocon, dans un cadre petit. Je vivais dans un petit appartement. Je partageais ma chambre avec mon frère et mes parents n'avaient pas leur chambre. Donc, c'était un peu la maison Playmobil où on avait les lits qui se rabattaient au niveau des armoires. De façon, c'était modulable en fait chaque jour, de façon à ce qu'on ait un peu plus d'espace. Donc, vivre dans un petit appartement, je vivais dans une petite école. Ensuite, même quand je suis devenue étudiante, j'étais dans une petite fac en fait. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler dans la vie active, j'étais dans une petite structure. Même dans la fonction publique, au niveau des ministères, j'étais dans un petit ministère. Donc, sans m'en rendre compte, en fait, petit à petit, je continuais à évoluer dans le petit parce que c'était confortable. Et puis parce que c'est quelque part, c'est là où on m'a emmené à vivre aussi. Parce voilà, je me souviens très souvent, ma maman, elle me disait... Christelle, t'es faite pour vivre de cette façon-là, voilà, dans un cocon. Ça, c'était vraiment l'image de cocon. Mais on ne s'en rend pas compte, mais cette image de cocon, en fait, elle nous freine dans notre expansion. Donc, quand on a des rêves très grands, mais en même temps qu'on a été amené à évoluer, à voir petit, bah, il y a contradiction, en fait. Et on ne va pas agir de la bonne façon, ou en tout cas, on va vite se caper, parce qu'on va se dire, attention, là, je suis en train de sortir de mon cocon, c'est danger, c'est pas bon pour toi, donc et hop, on se freine, on s'arrête. En tout cas, de mon côté, je l'ai vu, je ne me suis pas autorisée à voir grand pendant très longtemps parce que j'avais été conditionnée à le voir comme ça, à évoluer, on va dire, dans un moule. Et au fur et à mesure de mes accompagnements, j'ai bien vu qu'effectivement, mon histoire résonnait beaucoup auprès des femmes qui, elles aussi, ne s'autorisaient pas à voir grand parce qu'on les avait aussi enfermées. À partir du moment où tu commences à en prendre conscience, par contre, les choses peuvent aller très, très vite, en fait. Parce que là, je dis, OK, là, maintenant, je vais péter les murs, en fait. Là, maintenant, je vais enfin voir plus grand parce que c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Donc, quelque part, c'est aussi logique, en fait, que moi aussi, je l'applique, que je puisse être l'exemple pour mes enfants. Ouais. Et puis, il y a cette notion de combien coûte ta vie de rêve. Des fois, on s'imagine que c'est des millions, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il y a aussi ces croyances que tu aides à déconstruire. Moi, je ne suis pas du tout dans un schéma bling-bling, on va dire, voilà, à vouloir des belles voitures de sport, des hôtels luxueux, même si évidemment j'aime le luxe, mais je pense que ce que j'aime surtout, c'est la beauté de l'expérience, en fait, c'est la richesse de l'expérience. On n'a pas forcément besoin de gagner des millions pour être heureux. Et moi, je le vois d'une façon, dans mon quotidien, je n'ai pas besoin, quand j'ai chiffré ce que coûterait en fait ma vie idéale chaque année, c'est pas des millions derrière en fait, non. Et à partir de là, cet exercice-là m'a permis ensuite de le répliquer pour mes clientes, pour qu'elles en prennent aussi conscience en fait, et de se dire, bah, vous voyez, en fait, il n'y a pas besoin de gagner une énorme somme d'argent pour pouvoir vivre au plus près de vos rêves, en fait, vivre confortablement. Vous n'avez pas besoin de devenir millionnaire si c'est pas forcément vos envies. Par contre, encore une fois, c'est être aussi au clair. C'est quand on est dans cette clarté en fait financière, quand on est dans cette clarté de chiffres, ça permet de se dire, ok, finalement, je peux m'autoriser à voir plus grand, mais j'ai pas forcément besoin, encore une fois, de gagner des millions pour vivre mes rêves. Mmh. Tout à l'heure, on a évoqué la notion de honte. J'aimerais qu'on y revienne et que tu puisses nous partager justement cette honte. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, mais on ressent quand même de la honte par rapport aux autres, par rapport aux conjoints, peut-être par rapport aux amis, et par rapport à toi, peut-être les personnes qui te contactent. Comment ça se passe, ce processus
Est-ce qu'elle l'exprime ou est-ce que c'est toi qui le ressens? En général, les personnes, les femmes qui me contactent, bien souvent, effectivement, elles ressentent de la honte financière, mais sans l'exprimer, en fait. Effectivement, elles n'ont pas forcément les mots. Par contre, elles vont indiquer cette frustration de ne pas savoir bien gérer leurs finances, cette frustration de laisser son compagnon gérer les investissements, les placements financiers, et elle plutôt de côté parce que, bah, encore une fois, par manque de temps notamment et par manque de connaissances aussi. Donc il y a effectivement voilà, cette honte et je l'aperçois parce que moi-même, en fait, je l'ai vécu cette honte financière. Parce que pendant très longtemps, j'ai vraiment fait l'autruche avec mes chiffres, que ce soit sur la partie finance perso et puis ensuite sur sur la partie finance professionnelle avec ma société. Et je n'osais pas le dire, en fait. Je me disais: «Ah, mais vu le stade où tu en es, tu peux pas fuir comme ça autant les chiffres». Et en même temps, quand je l'ai compris, quand j'ai assumé, en fait, ce côté où, ben, OK, je comprends pourquoi j'ai fui ces chiffres et maintenant je vais faire aussi en sorte de les voir et de rehausser la valeur de l'argent, en fait, dans mes valeurs. À partir de là, ça a été beaucoup plus soutenant pour moi de me dire: voilà, j'ai plus à avoir honte. Je vais même l'afficher, en fait, mon retour d'expérience. Je vais même le partager auprès des personnes pour qu'elles se sentent moins seules. Et là, le fait de l'avoir partagé, pour moi, ça a été très, voilà, ça a été très libérateur. Et ça a été aussi très libérateur auprès des femmes qui me sont du coup autorisées à me contacter en se disant: Christelle, je me reconnais dans ton histoire et maintenant je vais m'autoriser à, voilà, à te partager là ce qui me freine et le fait que je sache pas correctement gérer mes placements, ou que je fasse même aucun placement, que je suis pas du tout au clair sur ma retraite aussi à préparer. Bah là, ça libère la parole. Oui, de mettre de l'humanité, de la vulnérabilité, Ouais. ça permet une connexion plus grande et ça, c'est une question de confiance aussi, parce que c'est pas évident de parler de finances. Enfin, on est dans un pays où c'est pas évident de parler de finances. En fait, on est dans un pays où les finances, c'est égal homme, en fait. Vraiment marqué par l'ego masculin, par des termes aussi très techniques, en fait. Donc, on peut se retrouver un peu perdu avec tous ces jargons-là, tout ce jargon-là, et se dire, on est dans une force, on va dire, masculine, dans laquelle je ne me reconnais pas avec ma sensibilité. Euh, et en fait, c'est de leur montrer qu'on peut mettre du sens dans nos finances. On peut investir en mettant du sens. On peut investir en immobilier, on peut investir dans la bourse en mettant du sens, en se respectant, en le mettant en lien avec nos valeurs hautes. Et à partir de là, ça va être beaucoup plus facile ça va être très libérateur en fait tu vois, de prendre en main nos finances parce que justement, on arrive à mettre du sens. Carrément. Est-ce que tu pourrais nous partager une étude de cas, la situation d'un client pour qu'on comprenne sa problématique de départ, comment tu l'as pris en charge, où est-ce que tu l'as emmené? Ouais. Je vais parler de... Je vais modifier les prénoms. Oui, bien sûr. Je vais parler de Blandine, que j'ai accompagnée, qui était cadre dans un grand groupe à l'international et maman de 2 enfants, maman séparée, et qui venait de réaliser son premier projet immobilier. À partir de là, elle a commencé et elle avait envie aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que ce premier step avait été franchi. Donc là, elle s'est rendue compte que la création de richesse, c'était possible de son côté. Par contre, là, c'était le stade, j'ai envie de devenir entrepreneur, j'ai envie de me mettre à mon compte, je suis en train de me former pour devenir thérapeute. Par contre, j'ai pas assez confiance en moi, en fait, pour cette création de richesse qui, là, ne va pas être liée à la pierre, en fait, à l'investissement immobilier. Là, c'est la création de richesse à partir de moi, à partir de mes talents, à partir de, voilà, de ce que je vais pouvoir délivrer. Et donc, elle est venue à moi avec
voilà, cet enjeu de quitter le salariat en étant maman séparée avec 2 enfants et voilà et à vouloir, en vivre en fait, hein, vivre de cette nouvelle activité. Donc je l'ai accompagnée et je l'ai aidée petit à petit à gagner en confiance en elle, à, c'était quelqu'un qui ne s'exposait pas du tout, qui ne parlait jamais d'elle, qui n'était pas du tout présente sur les réseaux sociaux et en fait, au fur et à mesure, elle a et puis en groupe, c'était quelqu'un qui était plutôt effacé, qui avait du mal à parler de son activité, comme si elle s'exclusait en fait et au fur et à mesure, elle a réussi en fait à se révéler, à se dévoiler et à faire de son activité vraiment une activité à plein temps. Parce elle s'est libérée petit à petit de son activité salariée pour en vivre pleinement et ça a été voilà une très belle histoire et en plus une personne que j'aime énormément, avec qui, maintenant je suis aussi partenaire. Je elle était ma cliente et moi aussi, à un moment donné, je suis devenue sa cliente. Oui, oui, oui. Comme quoi, encore une fois, c'est partir de l'individu, de ses besoins, de sa situation, de ce qu'il a envie. Et pas dire tu dois faire comme ça ou en ce moment c'est ça qu'il faut faire. Voilà, il y a vraiment cette personnalisation quand on vient à toi. Il y a vraiment cette personnalisation quand on vient vers moi parce qu'effectivement, on a chacun, en fait, on est chacun différent, on a chacun nos forces, nos talents innés, nos valeurs qui vont être aussi différentes. On peut aussi avoir un contexte familial qui peut être différenciant. On a tellement de particularités qui font qu'on ne peut pas imposer à une personne, OK, tu veux diversifier tes revenus, tu veux créer des nouvelles sources, bon ben, va dans l'immobilier. Mais c'est peut-être pas le cas de la personne. La personne, elle veut pas. Moi, j'ai des clients qui ne veulent pas investir dans l'immobilier parce que c'est pas quelque chose qui les porte en fait. Elles en comprennent l'intérêt, mais c'est pas quelque chose qui les mette en joie. Par contre, ce qui les mettra peut-être plus en joie, c'est le fait de se créer des activités en ligne, dans l'entrepreneuriat, autour d'une activité passion, une activité photo, par exemple. Là, c'est quelque chose qui va vraiment les animer. Donc, à ce moment-là, ce sera plutôt ce levier-là, en fait, à activer en premier. Après, ce sera peut-être le levier de la bourse pour savoir faire fructifier ces revenus, ces nouveaux revenus créés, comment on peut les faire fructifier. Et puis peut-être, dans un troisième temps, l'immobilier, si la personne est prête et si elle a envie. On évolue tous aussi. Mm. Ce que je voulais rajouter de mon côté, c'est au niveau de mon parcours financier. 3 leviers auxquels je crois, les 3 leviers les plus réputés, l'investissement immobilier, l'investissement financier, placement financier et l'entrepreneuriat. De mon côté, je n'ai pas activé les 3 en même temps. J'ai activé le premier levier qui était le levier immobilier, dès l'âge de 25 ans. Ensuite, le deuxième levier, c'était l'entrepreneuriat. Et ensuite, la partie financière, le troisième et le dernier levier que j'ai activé. Je ne les ai pas fait toutes en même temps, et heureusement, parce que je n'aurais pas été assez focus. Et donc ça, c'est ce que j'enseigne aussi à mes clients. On n'a pas besoin d'activer les 3. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un des 3, peut-être 2 des 3. Mais voilà, c'est aussi en fonction de chacun. Et en fonction du temps, de notre évolution, on verra ce que l'avenir nous réserve aussi. Ah oui, c'est ça. Il y a le facteur temps, il y a le facteur argent, suivant ce que les gens ont. S'ils ont plus de temps ou s'ils ont plus d'argent, tu vas les aider à cette clarté. On y revient. La clarté, c'est le point de départ. Ouais. En fait, il faut être au clair au départ sur ses ressources, parce qu'effectivement, j'ai des personnes qui vont venir à moi et elles n'ont pas d'argent, mais elles ont du temps. Donc ces personnes, évidemment, je ne vais pas les amener sur la partie, on va dire, boursière, parce que quand tu n'as pas d'argent, mais tu as du temps, ce sera peut-être plutôt le levier de l'entrepreneuriat. Si tu as des finances, tu as de l'argent, mais tu n'as pas de temps, typiquement des personnes qui sont cadres supérieurs ou peu importe d'ailleurs, mais en tout cas qui ont une activité salariale qui est très accaparante, ces personnes-là, comme elles n'ont pas de temps, ce sera plutôt effectivement la partie placement financier et placement immobilier avec la partie délégation. Tout dépend en fait du contexte en fait de vie, on va dire, de ces personnes-là pour les respecter, voilà, pour vraiment les amener vers ce qui leur correspond pleinement. Oui. C'est pour ça que je crois en un accompagnement de proximité
personnalisé pour partir de l'individu, encore une fois, non pas lui imposer un moule pour l'enfermer, mais plutôt quelque chose qui va au contraire l'amener à s'ouvrir à plus grand, à plus de choses. Mais au départ, faut bien partir de la personne pour savoir ce qu'elle a envie, ce qu'elle veut, ce qui l'anime. Ouais. Partir de ses envies, hein, pour que ça ait du sens, pour qu'il y ait un pourquoi fort. Parce qu'un accompagnement avec toi, c'est aussi un engagement, en fait. S'engager pour soi, à se dire j'ai un but au départ et je vais mettre en place, parce que c'est pas forcément évident d'aller mettre en place ces actions-là. L'engagement, moi je suis une femme d'engagement, c'est-à-dire que quand je m'engage auprès d'une personne ou quand je m'engage moi-même par rapport à mes projets, je sais que c'est la meilleure chose à faire parce que je vais y aller à fond en fait. Ce serait tellement compliqué pour moi de me défaire en fait de mes engagements. Et c'est vrai que je trouve que c'est la meilleure chose à avoir parce que quand on s'engage dans un accompagnement, bah là du coup on y va à fond. Et quand on sait qu'en plus ça fait partie de nos valeurs. Moi je sais que moi-même je continue à me faire coacher parce que je m'engage auprès de l'autre personne en face. Et je sais que ça va être... j'aurai des résultats parce que je ne me donne pas le choix, en fait. Oui, j'y vais à fond. C'est ça. Christelle, si tu devais redémarrer de zéro dans ton business, tu ferais quoi? Si je devais redémarrer de zéro la partie richesse, création de nouveaux revenus, je commencerais déjà à travailler sur l'apprentissage de moi. L'apprentissage, apprendre à mieux me connaître, apprendre à détecter mes talents, mes valeurs hautes et l'apprentissage sur la partie éducation financière. Les deux, en fait, apprentissage sur soi, se connaître et connaître ses finances, on va dire, c'est déjà la première chose que je n'ai pas faite. Hein. Ou en tout cas, je l'ai fait plus tard, mais je ne l'ai pas faite au début. J'ai voulu tout de suite activer les revenus, me créer des nouveaux revenus locatifs. Mais si je devais le refaire, ce serait vraiment par ça. Et ensuite, petit à petit, comme je suis dans cet état de, on va dire, de connaissance, de clarté, en fait, sur ce que je peux activer, et ben là, c'est activer ensuite, petit à petit, les leviers que j'ai partagés, le levier revenu locatif, financier, etc. Je pense que je commencerai, comme j'ai pu le faire, je recommencerai avec la partie revenu locatif dans un premier temps. Ces revenus locatifs, j'apprendrai à savoir les faire fructifier via des revenus en bourse, pour profiter de l'effet cumulé et pouvoir déjà me créer un beau patrimoine qui me donne en plus cette sérénité financière et qui commence en fait à, on va dire, à alimenter ma future retraite, tu vois, me constituer un patrimoine qui va me préparer cette retraite. Et ensuite, la partie entrepreneuriale, comme j'ai pu le faire. La seule chose que j'ai pas faite là, tu vois, quand j'ai réfléchi, j'ai tout activé, c'est juste que je l'ai pas fait dans cet ordre-là. Donc, je pense que je ferais plutôt IMO, bourse, et ensuite, pour finir, l'entrepreneuriat. Ouais. L'autre chose que je ferais aussi, si je devais redémarrer de zéro, c'est de mettre en place des nouvelles habitudes. Des nouvelles habitudes, en fait, qui me soutiennent, qui m'aident à être focus sur la semaine. Ouais. C'est-à-dire, habitude sur quelles sont les bonnes questions à me poser. Et souvent, moi, je vais me poser la question en début de semaine. OK, je sais ce qui va me mettre en joie dans la semaine. Ce qui va me mettre en joie, c'est me connecter aux gens. Ce qui va me mettre en joie, c'est apprendre. Donc, par rapport à ça, et puis ce qui me met en joie aussi, c'est de vivre des expériences, que ce soit des expériences, on va dire, au restaurant, aller manger dans un bon petit resto, voyager, etc. Donc, en début de semaine, j'ai cette habitude de me dire de quelle façon tu vas pouvoir nourrir tes valeurs hautes qui vont te mettre en joie et quelles sont aussi, quelle est la chose essentielle qui ferait que tout le reste serait inutile. Tu vois, alors j'ai maintenant un panel de questions, mais que je n'avais pas au début. Mais toutes ces questions, en fait, elles me permettent de revenir à l'état présent, on va dire à l'instant présent, et de me dire, voilà ce que j'ai pu faire la semaine dernière.
voilà ce que je compte faire par rapport à cette semaine. Et je vois que petit à petit, en fait, ça m'aide vraiment à bien structurer ma semaine, à être et à donner la vraie priorité aux bonnes priorités, justement. Donc, avoir ces habitudes-là. Et l'autre habitude que j'ai aussi maintenant, que je n'avais pas avant, c'est la routine financière. C'est me reconnecter régulièrement en début de semaine à mes chiffres, à mes finances, que ce soit perso ou pro, pour se dire, OK, voilà où j'en suis, voilà, voilà mes indicateurs et quels sont mes objectifs financiers, comment je peux continuer à, voilà, à m'y rapprocher. Merci pour tous ces conseils là, déjà toutes ces pépites, hein. Donc, on l'a vu, hein, des nouveaux revenus, ça n'a pas de sens tout seul, hein. On est vraiment sur une reconnexion à ses rêves, à ses projets de vie. Donc ça met du sens, puis ça permet de transmettre aussi aux enfants, parce que je sais que tu nous l'as partagé, hein. C'est vraiment une valeur très importante pour toi. C'est aussi de toucher à travers les parents et à travers cette éducation financière, et bien les enfants qui seront les adultes de demain. Donc ça, c'est une valeur aussi importante pour toi. On arrive presque à la fin. Est-ce que tu as des pépites auxquelles j'aurais pas pensé? Mmh. En fait, j'ai des pépites, c'est assez rigolo qu'on en parle, que je vais diffuser dans peu de temps. Donc peut-être que quand l'interview sera diffusée, je pense que ça sera le cas. Hem, j'adore en fait la diversification de revenus et ça peut être des revenus, on va dire insolites. Par exemple, investir, dans des Legos et les revendre, investir, dans des bouteilles, de rhum, de vin et autres, en tout cas dans des objets de collection, investir dans des poupées. On peut aussi faire de l'investissement immobilier insolite, de façon insolite, comme investir dans des tiny house. Là, j'ai vu récemment sur Airbnb, on peut, des personnes qui louent aussi des hélicoptères pour y dormir. Enfin, donc, là, je vais diffuser dans peu de temps on va dire, tout un espace de ressources qui met en valeur en fait ce type de pépites, de nouveaux revenus auxquels on n'avait pas forcément imaginé, de façon à ce que voilà, il y ait ce côté aussi, on va dire, ouverture à des opportunités auxquelles on n'avait pas pensé. Ça, c'est ce que j'adore en fait. Et j'ai décidé de l'appeler, bon, assez facilement, hein, c'est sûr, mais les pépites nouveaux tournants. Parfait. Je vais pouvoir, voilà, délivrer tous ces contenus qu'on n'avait pas forcément imaginés, de façon à ce que ça ouvre le champ des possibles. C'est vraiment ce que j'ai à cœur, c'est ouvrir le champ des possibles avec toutes les pépites qu'on ne s'est pas encore autorisé à voir et qui sont pourtant bien là. Donc voilà, ça c'est un nouveau projet qui est sur le point de voir le jour. Je vais effectivement juste revenir sur un point. C'est, quitte à me répéter, mais pour moi, ça a vraiment du sens. C'est, moi, je parle de diversification de revenus, je parle de création de richesse, mais encore une fois, c'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Oui. C'est vraiment c'est finalement être riche à travers ce qu'on va pouvoir vivre régulièrement, à travers toutes les expériences qu'on va pouvoir, vivre, tous les apprentissages qu'on aura reçus, heu et c'est ce niveau de richesse-là, en fait, que j'ai envie moi-même de vivre et que j'ai envie d'enseigner auprès de mes clients. Pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est plutôt, tout faire pour qu'on puisse atteindre nos plus grands rêves. Merci Christelle, merci infiniment pour cette conversation. Écoute, je souhaite de tout cœur qu'elle aura un impact sur les personnes qui nous auront écoutées. Si on souhaite suivre ton actualité, donc quel est le meilleur endroit pour le faire? Meilleur endroit? J'ai plusieurs endroits. En fait, on va dire que j'ai à la fois mon blog Nouveau Tournant, Ouais. déjà, nouveautournant.fr. J'ai, mes réseaux sociaux, où vous pourrez me trouver aussi, facilement. Heu et puis, Instagram, donc, Facebook. Bon, de toute façon, on mettra les liens, je pense. Et puis ma chaîne YouTube que je vais aussi, là, c'est aussi mon objectif sur 2024 de l'alimenter, davantage. Et puis, vous retrouverez aussi des épisodes, podcast sur ma chaîne podcast où là, j'étais plus en mode interview, d'un certain nombre d'entrepreneurs. Et super.
Merci infiniment pour la confiance que tu m'as accordée aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin quand même. Alors, le mot de la fin. Euh, je pense que la qualité de notre vie va dépendre de la qualité des questions qu'on va se poser. Et donc, les vraies questions à se poser, c'est, OK, où est-ce que j'en suis actuellement? Est-ce que je suis toujours en train d'agir en cohérence, en alignement par rapport à mes vraies priorités? Et est-ce que ça fait vraiment du sens? Et est-ce que je suis en train de continuer à agir vers mes plus grands rêves? Voilà, donc c'est ce que je me répète très souvent comme mantra. C'est la qualité de ma vie dépend de la qualité de mes questions que je me pose. Et le deuxième mantra, c'est de la clarté coule la sérénité. Donc, où en suis-je par rapport à cette clarté? Est-ce que je suis toujours aussi au clair aussi? Et comment je peux continuer à l'être?